Antoine Poméon, bonjour. Bonjour, Gilles. Vous êtes responsable des Jeunes Républicains de la Loire. Alors on va parler bien évidemment de politique, de la région, de notre département, mais évidemment de la politique nationale. Moi je voulais tout simplement pour commencer vous poser une première question qui est finalement celle que je pose régulièrement aux politiciens. C'est qu'est-ce qui vous a pris, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la politique, de venir dans ce monde de la politique? Alors moi, mon engagement, il a commencé en 2014, paradoxalement pour le maire de Saint-Étienne, puisque c'est le premier politique que je rencontre tout jeune à 17 ans. Bon, c'est vrai qu'il y a eu aussi des mentors comme Nicolas Sarkozy qui a donné l'envie à beaucoup de jeunes à l'époque De s'engager. De s'engager, tout à fait. Et Gaël Padreux, il m'a dit un jour, écoute, va voir Florent Tolo, qui était le responsable de l'époque. Et Florent m'a expliqué la direction des jeunes populaires, l'UMP. Et depuis là, ma première campagne, en fait, elle a commencé en 2014 avec les municipales. Et c'est là que mon engagement a débuté. Et c'est par rapport à un homme, j'allais dire, ou c'est par rapport à des convictions? C'est vraiment par rapport à des convictions. Je suis une famille issue plutôt de droite. Moi, j'ai des convictions de droite. Sarkozy, ça me donnait envie. Perdriau à l'époque me donnait envie. Et l'image de l'UMP à l'époque, malgré la guerre Copé-Fillon, me donnait envie. Et je me suis engagé pour les jeunes populaires dès 2014. Et avec le recul, si vous avez été fan de Nicolas Sarkozy, est-ce que vous avez été déçu par le résultat au final? J'ai pas eu cette chance de vivre cette défaite de 2012, mais j'ai vécu par contre la claque qu'il a pris en 2016 avec les primaires. Donc j'étais très déçu, voire très triste. Après, je pense qu'en politique, c'est bien aussi de connaître des défaites, puisque les défaites, moi j'estime qu'elles peuvent que renforcer la personne pour la suite. Alors on revient au niveau de vous. Quel est le rôle du responsable des Jeunes Républicains dans la Loire? Déjà, je prendrai mon prédécesseur parce qu'avec Axel, on a fait un tandem pendant 5 ans. On a refondé les jeunes. Et le rôle d'un responsable des jeunes, c'est de fédérer déjà les jeunes de sa fédération, donc les jeunes ligériens, de créer des événements, aussi bien ludiques avec des bowling, des laser games, des kartings, que thématiques avec Ça fait un peu club de vacances, là, si je peux me permettre. Ludique. Mais après, il y a le parti sérieux, thématique, avec tout ce qui est thème. J'ai des jeunes qui ont le thème du handicap, le thème le droit des femmes, le thème de l'écologie, de la sécurité. Donc en fait, on mélange un petit peu les deux parce que les jeunes aujourd'hui, il faut être honnête, ce qui les attire, c'est pas non plus des réunions qui durent des heures où ils vont s'ennuyer. Ce qui les attire, c'est de voir qu'il y a un mouvement jeune qui est jeune déjà, où ça les intéresse, où on passe des bons moments, mais il y a aussi du travail à côté. Parce qu'une élection, par exemple, quand on arrive aux campagnes municipales, c'est pas en buvant des coups ou en faisant des éléments ludiques qu'on va gagner l'élection. Non, c'est en allant sur le terrain. Donc il y a la partie terrain, collage, tractage, boitage. Projet aussi, non? Projet, le projet qu'on a eu en 2014, en 2020, les différentes idées qu'on propose, que les jeunes proposent aujourd'hui. Donc c'est ça, c'est le mélange de tout en fait qui fait que les Jeunes Républicains de la Loire aujourd'hui, nous sommes, de mon point de vue, le premier mouvement jeune ligérien de la Loire. Aussi bien face aux autres mouvements. On est à 120 jeunes agents de cotisation aujourd'hui, ce qui n'est pas rien. Et aujourd'hui, je pense que les jeunes apprécient notre image, celle des Jeunes Républicains de la Loire, parce qu'on fait un mélange des deux. On fait du sérieux, tout en s'amusant, tout en profitant, mais tout travail mérite salaire, comme on dit. Juste en aparté, on est jeune jusqu'à quel âge? Nous, officiellement, avec maintenant Guillaume Carillon, notre jeune président national, c'est 35 ans. 35 ans. Voilà. Et moi, j'ai juste un peu passé la barrière des 35 ans. C'est quoi aujourd'hui les préoccupations des jeunes, de la jeunesse qui ont jusqu'à 35 ans donc? Aujourd'hui, il y a beaucoup de thèmes qui intéressent les jeunes. Je pense qu'il y a le thème déjà de la sécurité, le thème de l'économie. On le voit avec le pouvoir d'achat, on le voit avec la réforme des retraites. La réforme des retraites a vraiment intéressé les jeunes. Et moi, le constat que je fais, c'est qu'hélas, les jeunes aujourd'hui, de par les réseaux sociaux, les buzz vont plutôt dans les extrêmes. LFI, RN. Parce qu'ils vendent bien leurs projets à travers les réseaux sociaux. Et nous, ce qu'on essaie de faire avec Guillaume Carillon, c'est qu'on essaie de parler de sujets sérieux qui vont intéresser les jeunes dans leur avenir. Parce que quand vous êtes jeune, vous êtes lycéen, étudiant, et après vous êtes rentré dans le monde professionnel. Et c'est là où votre avenir commence. Parce que professionnel, c'est 30-40 ans. Donc nous, on essaie de proposer quand même des sujets régaliens, sérieux, carrés, qui les impacteront quand ils seront pères de famille ou quand ils travailleront, quoi. Là, vous avez parlé de projet, mais finalement, si les jeunes vont vers les extrêmes, c'est pas plutôt aussi un rejet de ce que vous proposez? Moi, je pense qu'il y a eu 40 ans... J'entends un peu le même discours du Parti Socialiste, oui. Des Républicains, même d'En Marche. Et oui, c'est vrai que les extrêmes n'amènent pas de solution, souvent, et ils ont les voix. Donc, vous avez vu, on en a parlé tout à l'heure en off, je vous coupe,
Marine Le Pen, elle monte sans rien dire, quoi. Il faut accepter le constat qu'on a essayé la gauche, on a essayé la droite, on a essayé le nouveau monde avec Macron, et les Français sont déçus. Il faut accepter le constat. Moi, par contre, je suis convaincu qu'aujourd'hui, avoir un extrême au pouvoir, que ce soit l'extrême gauche avec Mélenchon ou l'extrême droite avec Marine Le Pen, je ne suis pas sûr que ça réglera la situation du pays. Parce qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, il est vrai, elle ne dit rien. Elle gagne des voix. Oui, c'est vrai, c'est un constat. Donc nous, notre but à droite, c'est de tout faire pour montrer que la droite vaut encore le coup et qu'on peut, j'espère en 2027, avec un grand leader régional qu'on connaît bien, on puisse arriver aux portes du pouvoir et montrer aux Français qu'on vaut le coup. Et pas nous faire confiance. J'ai vu que le grand leader régional dont vous parlez, j'imagine que c'est Laurent Wauquiez, qu'on voit en photo juste derrière là. J'ai vu qu'il était à 4% dans les sondages, ça vous fait pas peur, ça vous inquiète pas? Ou alors vous dites il y a un truc qui marche pas? Alain Juppé était favori aux primaires, il était censé être le nouveau président de la République française. Raymond Barre aussi. Voilà. Donc au bout d'un moment... Édouard Balladur aussi. N'oublions pas que les élections présidentielles, c'est en 2027. Donc c'est loin. Donc aujourd'hui qu'il fasse 4% sans rien dire, sans rien faire, moi je ne le critique pas. Il se concentre sur sa région, il fait son taf sur sa région. Il a commencé à s'ouvrir avec son interview sur Le Point, qui a été très bien vu et bien reconnu. Donc moi je me dis, on a le temps. On a le temps. Par contre, effectivement, il faut que Laurent Wauquiez maintenant s'affirme, s'impose et montre que c'est lui le leader de la droite française. Là aussi, si on reste dans la politique nationale, est-ce qu'il y a une grande différence aujourd'hui entre En Marche et les Républicains? On a du mal à comprendre si les Républicains ils sont avec ou dans l'opposition. C'est un peu flou, quoi. La différence, c'est qu'on était là avant eux et que nous, on a un ancrage local. Et il y a beaucoup de gens des Républicains qui sont partis chez En Marche aussi. Donc on a une vision. Peut-être par intérêt. On a une vision bizarre. Peut-être par intérêt personnel et comme dirait Laurent Wauquiez, ils ont choisi pour un plat de lentilles, ils ont choisi de trahir leurs convictions. Les lentilles, ça, c'est une référence au Puy-en-Velay, non? Tout à fait. Donc c'est leur choix. Moi, je leur attaque qu'ils soient partis. Par contre, s'ils veulent revenir un jour, ils auront vraiment, je pense, beaucoup de concessions à faire. Mais nous, aujourd'hui, la droite, je pense à Dino Cinieri, Jean-Pierre Tête, notamment, nous, on est restés fidèles. Comme Axel Dugas, d'ailleurs, qui a été mon prédécesseur. On est restés fidèles, on a fait les présidentielles pour Fillon, les présidentielles pour Pécresse. Donc on n'a rien à se reprocher. Et nous, on reste droit dans nos bottes. Vous parlez des présidentielles et de Valérie Pécresse. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi là, une déception, j'en suis sûr, mais est-ce qu'il y a eu une autocritique ou il y a quelque chose qui n'a pas marché? Moi, je pense que le système, comme l'a dit Olivier Marleix, le président du groupe à l'Assemblée, et Éric Ciotti, ainsi que Bruno Taillot au Sénat, il faut arrêter ce système d'élection, que ce soit des primaires élections. Quand Sarkozy est arrivé au pouvoir en 2007, il n'y a pas eu d'élection. Il a été ovationné par les militants, point final. Donc j'espère que Laurent Wauquiez fera pareil en 2007, qu'il sera ovationné et que ça sera un fait qu'il sera notre candidat. Donc vous parlez beaucoup de Laurent Wauquiez, ce qui est normal, on est à Saint-Étienne et Laurent Wauquiez c'est un peu notre voisin. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez de David Lisnard, le maire de Cannes, qu'on commence à voir pas mal et qui a j'ai l'impression qu'il a une façon de faire la politique un peu différente? Je pense que M. Lisnard, qui est déjà venu à Saint-Étienne il y a quelques années. Il est venu à Saint-Just-Saint-Rambert pour le congrès des maires il y a pas très longtemps. C'est quand même le président de l'AMF, donc c'est pas n'importe qui. Maire de Cannes avec une ville qui est très bien gérée, a toute sa place. Il a toute sa place aujourd'hui. Je sais qu'il veut s'investir pour les européennes, pour une famille politique, donc tant mieux. Moi, je pense qu'un duo Laurent Wauquiez et Lisnard, mais ça peut être que bénéfique pour la droite. Donc moi, au contraire, je ne m'opposerai jamais à ce que David Lisnard soit notre binôme avec Laurent Wauquiez. Il a toute sa place pour la suite. Donc, on a bien compris que la prochaine fois, il n'y a pas de primaire, c'est un homme ou une femme qui va se dégager par des idées, par un projet. La majorité des adhérents aimeraient bien que cette fois-ci, on ait un leader naturel et qu'on passe pas par une primaire, par un congrès qui, effectivement, on l'a vu par 2 fois, nous a, hélas, fait perdre. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, et en plus on parle de 2027, est-ce qu'un homme qui, justement, émergera ou une femme, est-ce qu'il va émerger par ses idées, par ce qu'il a fait en région, par ce qu'il a fait de concret, ou alors parce qu'on va le voir sur tous les plateaux de télé pendant 6 mois avant et qu'il va prendre une importance, c'est très bien, c'est un peu comme les livres, c'est le vieux à la télé et pas vieux à la télé. Les sondages et les médias ne font pas... Moi, j'ai appris une chose de la part d'un communicant pour les municipales. Une élection municipale, par exemple, ne se gagne pas avec les réseaux sociaux ou les médias. C'est 10% la communication. Le reste, c'est le terrain et que le terrain. Et je le vois avec mes ténors à moi, même Gaël Padré aujourd'hui, Jean-Pierre Tête, Dino Cinieri et les autres ténors que je peux connaître dans la Loire, ils ont gagné en leur nom parce qu'ils ont fait du terrain. S'ils s'appuyaient juste sur les médias et les réseaux sociaux, ils ne gagneraient pas. Et ceux qui font le buzz aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça fait juste des likes, ça fait pas des voix. Une élection présidentielle, c'est quand même pas la même chose.
c'est des voix. Il faut que la personne vienne voter le jour J pour vous. Oui, oui, mais quand on vous parlait de terrain, les candidats ne peuvent pas être sur tous les terrains à la fois. Alors oui, c'est un autre niveau, mais moi j'ai connu un Nicolas Sarkozy, même Macron d'ailleurs a été obligé en 2017 de le faire. Tous les deux, on les a pas vus à Saint-Etienne quand ils se sont présentés. Il est venu à Firminy, Nicolas Sarkozy. Ah, mais c'était pas loin. C'était pas loin. Mais en tout cas, ils ont dû faire du terrain, qu'ils le voulaient. Non, mais c'est évident. Parce que les réseaux sociaux et les médias, je pense pas que ça fasse une élection. En tout cas, j'espère. Je suis peut-être naïf, mais j'espère que ça fasse. On est dans un monde d'images et de. Hélas. Comment dire, de l'heure presque. Mais est-ce qu'on n'arrive pas au bout de quelque chose aujourd'hui? C'est la question que je me pose. C'est vous qui êtes jeunes et justement, c'était l'intérêt de venir vous voir. C'est vous les jeunes, comment vous voyez l'avenir, quoi? Est-ce que vous allez tout casser, tout changer, ou finalement vous allez vous mettre dans les pas des autres et faire comme il s'est toujours passé? La grande différence, et je l'ai vu avec Axel par rapport à nos prédécesseurs, nos anciens responsables, c'est qu'avant on était juste là pour tracter, coller, boiter. Ça c'est vrai, c'est la vérité. Moi, quand je suis arrivé, on me disait Antoine va faire du terrain, point final. Aujourd'hui, on a des élus municipaux, départementaux, régionaux, des députés comme Antoine Fermorel qui a moins de 35 ans, qui est député, à même pas 30 ans. Moi j'en suis fier. Ça montre que les jeunes aujourd'hui on a toute place, mais qu'on reste quand même dans un système. Effectivement, j'oublierai jamais nos aînés qui nous ont appris à faire le terrain, le travail. Et moi je resterai toujours fidèle aux convictions que nos ténors nous ont inculquées. Antoine Vermorel, c'est l'homme qui monte à droite dans la Loire. Apparemment, effectivement. Justement, là aussi, est-ce qu'il y a des différences entre, sur tout ce territoire ligérien, entre Firminy, Saint-Etienne, Feur, Roanne? Est-ce qu'on pense différemment? Est-ce qu'on a un état d'esprit différent? Chacun a sa conception des choses, mais il y a une chose qui nous rallie, je pense, ici, c'est la fidélité. Antoine est fidèle, Jean Luyat, le maire de Firminy, est fidèle, Jean-Pierre Tête est fidèle, Dino Cinieri pareil, moi pareil, Axel pareil. Donc ce qui nous rallie, en fait, c'est notre famille poétique et nos convictions. On a les mêmes convictions. Moi, ce que prône Antoine pour l'écologie, je le rejoins. Il a tout à fait raison qu'il faut que la droite s'empare de l'écologie. Et vous qui êtes jeune, votre avis sur les retraites? 64 ans, bientôt 67, on n'arrête plus, quoi. Quand on sait qu'il y a plus d'un Français sur deux de plus de 50 ans qui ne travaillent pas. Alors moi, je pense que la réforme, il fallait la faire passer, même si c'est peut-être pour certains une erreur. Mais aujourd'hui, le constat, il est clair. Ça ne sert à rien de manifester. Elle est passée au Conseil constitutionnel. On est d'accord, il y a une démocratie à ceux qui veulent à tout prix la faire passer en force, parce que c'est ce qu'on reprochait LFI, qu'En Marche la faisait passer en force. Non. Le Conseil constitutionnel l'a adopté, il faut le respecter. Maintenant, on passe à autre chose. Après, démocratiquement, moi, je ne comprends pas qu'on n'ait pas voté comme à l'Assemblée. Moi, j'ai toujours dit que Macron a fait une erreur, et je l'ai dit d'ailleurs à une proche de Quentin Bataillon, le député de la première circonscription, qui, je pense, rejoint mes dires, ils auraient dû au moins la faire voter à l'Assemblée. Le 49.3, c'était l'erreur, c'était le 49.3 de trop. Et ça, je pense, je ne suis pas le seul à le penser, parce que même à En Marche ou au Modem, ils pensent la même chose. Et aujourd'hui, la droite, elle pense quoi de ces gens qui ont plus de 50 ans et qu'on met dehors et qu'on traite même de feignants? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens aillent jusqu'à 64 ans en travaillant et non pas en étant sur la touche? Moi, je pense qu'il y a une politique de reconversion pour les gens qui. Moi, j'ai toujours pensé que les gens qui avaient plus de 50 ans, c'était des formidables tuteurs et on s'en sert pas. Mais c'est ça, il faut valoriser ceux qui ont travaillé longtemps, ceux qui ont travaillé très tôt d'ailleurs, ceux qui ont travaillé à 15, 16, 17 ans. Ils ont le droit d'ailleurs de partir plus tôt de mon point de vue. C'est ce qui était un petit peu proposé par la droite dans la réforme de 64 ans. Par contre, ceux qui ont commencé tard, qu'ils le veuillent ou non, il faut qu'ils travaillent plus tard. Moi, j'ai fini mes études, j'ai eu mon master à 22, 23 ans. Donc je sais très bien que je ne vais pas partir à 50, 100 ans, c'est normal. Je vais partir plus tard et je l'accepte. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez fait des longues études, 5, 6, 10 ans, c'est normal qu'à la fin, quand vous commencez le monde professionnel, vous commencez plus tard, vous taillez plus tard. Par contre, ceux qui ont commencé tôt dans les métiers de manutention, c'est normal qu'ils finissent à 59 ans ou 60 ans. Il y aura peut-être un autre système à trouver aussi. Moi, je pense que la bonne réforme qui a été proposée par François Fillon était la bonne. Et d'ailleurs, c'est un petit peu celle qui a été prise par Valérie Pécresse, puis par M. Macron aujourd'hui. Après, le problème, c'est que vous avez une opposition qui, je trouve, est très, au niveau LFI, est très sauvage. Il faut être honnête, hein, très dur. Et eux, ils sont juste là. On parlait du buzz, Gilles. Vous parlez du buzz. Moi, je fais jamais de buzz, moi. Non, mais on parlait du buzz tout à l'heure. On parlait des médias. LFI, lui, vit de ça. Ils vivent du buzz et des médias. Mais vous savez, tout buzz qui monte redescend aussi vite. Hein. On le voit. Regardez la réforme de retraite. C'est terminé aujourd'hui. Même Laurent Berger, que je respecte beaucoup, président de la FDT, il a dit mardi 6 juin, c'est notre dernière manifestation. Il a accepté le fait qu'elle soit passée. Et M. Mélenchon veut encore continuer à faire sa manifestation. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Si cette loi elle a changé, elle changera par la démocratie, par un autre vote, par un nouveau gouvernement, par autre chose. Toujours sur la minorité. Point final. Et n'oublions jamais la majorité silencieuse. C'est ce qu'a dénoncé Nicolas Sarkozy, puis François Fillon, puis Laurent Wauquiez. Nous, à droite, on ne pourra pas nous reprocher ça.
Alors on va rester dans l'actualité. On a parlé en aparté avant de se rencontrer pour enregistrer cet entretien des sénatoriales. Et ça tombe bien, ce matin vous avez eu une grosse réunion. Alors vous m'avez dit que vous aviez des choses à m'avouer. Pas à vous avouer, parce que ça va être rendu public, je pense, en fin de journée aujourd'hui. Non, moi, j'aurais pas le scoop, parce que tant qu'on fasse le montage, on aura déjà été des... Mais en tout cas, ce qui s'est passé ce matin, qui est rendu public, c'est qu'il y a eu plusieurs listes, 5 listes en tout, dont une liste dissociée de la majorité de Gaël Perdriau, puisqu'on a, avec Noël Boucher, Denis Chambre, Gilles Artigue et moi-même, nous avons fait une liste LR-UDI, qui a récolté quand même 7 voix, c'est-à-dire que sur 4 élus, 3 autres élus, je pense, de la majorité ont voté pour nous. J'oublie pas aussi 2 autres élus de la majorité qui ont voté pour la liste des écologistes, ce qui n'est pas rien. Donc ça fait quand même 5 élus de la majorité qui n'ont pas suivi la consigne de vote de monsieur le maire. C'est leur choix, je le respecte. Mais nous, ce qu'on voulait montrer ce matin, c'est que non, monsieur Perdriau n'a plus la main sur la droite et le centre. Aujourd'hui, les LR-UDI, je pense que les LR, on a été très concrets depuis le début. Vu ce qu'il a profané sur Laurent Wauquiez, vu ce qu'a dit Éric Ciotti, c'est terminé. Donc moi, je ne comprends toujours pas pourquoi il y a encore des élus LR qui cautionne le fait que le maire reste maire de Saint-Étienne. Ce qui veut dire que si on reste au sénatorial, qui auront lieu au mois de septembre, on a une liste qui est soutenue par les Républicains, qui est la liste de M. Reynaud. Tout à fait. Donc là, vous espérez combien? Un siège? 2 sièges? Alors, normalement, on a 2 sénateurs actuellement. Donc normalement, minimum, j'espère qu'on aura 2 sénateurs. Tout dépend des listes qu'il y aura. Ça parlait derrière moi de François Rochebloine qui s'intéressera au sénatorial. On sait que Mme Kuckerman repart, que M. Tissot repart. Donc, on aura possiblement 4 ou 5 listes, je pense. Et M. Fournier, vous avez des infos? Il y a des rumeurs? Moi, j'ai beaucoup de compassion pour Bernard Fournier parce qu'en tant que responsable des jeunes, sous Axel et sous moi, Bernard a toujours été derrière nous. Quand on a besoin d'un soutien, qu'il soit financier ou physique ou moral, il était là. Donc, je ne cracherai pas sur M. Fournier, qui a été un très bon sénateur. Après, je sais que Bernard Fournier suivra sa famille politique. Aujourd'hui, Bruno Retailleau, Gérard Larcher, Éric Ciotti et Laurent Wauquiez, un bureau politique, ont confirmé la liste d'Hervé Reynaud comme liste LR. Nous, aujourd'hui, on suivra le choix du parti. Vous pensez que si la liste Rochebloine prend naissance, elle peut faire battre Hervé Reynaud, lui faire manquer des voix, Moi, après, c'est un système différent, puisque c'est les grands électeurs qui votent. Oui, mais même les grands électeurs, elle peut faire des voix. Et moi, je vais être très concret, c'est ce que j'ai dit à certains de mes collègues de la municipalité. On ne sait pas aujourd'hui ce que Gaël Perdriau va faire en septembre. J'ai entendu que Gaël Perdriau, plus ou moins, avait 80 voix qui pouvaient... Voire une centaine. Voire une centaine. Voire une centaine. Et aujourd'hui, bon, il a dit qu'il partait pas, et au moins je reconnais ça à Gaël Perdriau, depuis qu'il est maire, il n'est jamais parti au sénatorial. Par contre, qu'on ne me dise pas aujourd'hui que Gaël Perdriau appellerait à voter la liste d'Hervé Reynaud. Ce qui pourrait être logique, puisque c'est son vice-président qui gère la métropole en ce moment. Alors, il est présent par intérim. Mais aujourd'hui, nous savons très bien l'affinité que Gaël Perdriau a avec les LR. Il n'y en a pas. Donc, ce serait assez naturel que Gaël Perdriau ne soutienne pas une liste LR, vu ce qu'il a pu prendre de notre part depuis septembre. Donc, on va rester dans le sujet, parce que vous parlez du maire de M. Gaël Perdriau, que l'on salue au passage, il nous écoute. Vous étiez sur la liste aux dernières municipales, mais vous n'aviez pas été élu? J'étais inéligible, tout à fait. Et à la suite de plusieurs démissions? Dont celle de Samy Kiffé-Jérôme. Et Mme Custodio, j'ai vu aussi. Tout à fait, qui n'a pas voulu siéger. Voilà. C'est donc vous qui avez récupéré un siège? J'ai surtout, en fait, c'était naturel, sauf que j'ai accepté de rentrer, mais je ne suis pas rentré, c'est ce que j'ai dit depuis le début, puisque lui, déjà, il me l'a dit concrètement qu'il ne voulait pas m'avoir dans sa majorité. Je l'ai accepté, pas de souci, ça peut se comprendre, hein, vu ce que les LR nous avons dit sur lui, enfin, ce que nous avons exigé de lui. Mais moi, je dis, c'était hors de question que les jeunes LR ne soient plus représentés. On a fait sa campagne en 2014 avec les jeunes populaires et en 2020 avec les jeunes REP. C'était moi le responsable. Donc, je ne voyais pas pourquoi moi, Antoine Paumont, je allais dire, bah ok, je pars et je laisse la place à quelqu'un d'autre qui était peut-être moins légitime que moi. Mais du coup, quel est votre rôle dans ce conseil municipal? Moi, je suis juste conseiller municipal sans délégation, ni dans la majorité, ni dans l'opposition. Par contre, tout événement... Vous êtes le candidat suisse, alors, neutre? Actuellement, je reste neutre. C'est vrai, je reste neutre parce que j'ai rien. Enfin, l'opposition fait son travail d'opposition, la majorité fait son travail de majorité. Par contre, j'ai toujours dit que moi, j'avais fait campagne pour un projet et le projet, je le soutiens toujours. Le maire, je l'ai dit depuis septembre qu'il doit démissionner, qu'il doit partir. Mais le projet que l'équipe a soutenu, c'est un projet que je soutiens toujours. Jusqu'à il y a quelques jours, il y avait du flou. Il y avait quand même un doute. On pouvait dire M. Perdriau est innocent, il a raison de tenir cette route. Et puis là, on apprend qu'il a payé une caution de 60 000 € pour ne pas aller en prison. Donc j'avoue que maintenant, je ne sais plus quoi penser.
Est-ce que vous avez une autre analyse? Comment vous voyez la situation? Et est-ce que cette situation, elle peut durer jusqu'aux prochaines élections qui sont dans 3 ans, je crois? Moi, du moment où vous avez un maire qui vous dit, dès septembre, qu'il ne connaît pas l'affaire, qui ne sait pas si c'est un gangbang ou une partouze, excusez-moi, déjà, là, pour moi, il s'est grillé. Parce qu'en fin de compte, on sait depuis longtemps qu'il était au courant. Point final. Donc là, il s'est contredit déjà depuis le début. Ensuite, oui, je pense que l'affaire va être longue parce que le jugement en première instance n'a lieu que dans 16 mois. Même s'il est condamné en première instance, il peut faire appel. Donc il y aura toujours ce sacro-saint que lui et ses fidèles, j'appelle ça les extrêmes fidèles, soutiennent, c'est la présomption d'innocence. Sauf qu'aujourd'hui, les faits sont établis. Il y a 4 mises en examen, un innocent, une victime. Gilles Artigue n'a aucun fait contre lui qui lui est reproché, c'est la victime. Les 4 autres protagonistes, Samy Kiffé-Jérôme, Pierre Gauthieri, Giraud Cyril Anglais et Gaël Padreux, qui est quand même juste le maire de Saint-Étienne. C'était juste le patron de Samy et de Pierre dans l'histoire. Il est mis en examen lui aussi, dans les mêmes faits. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, vous apportez votre soutien à Gilles Artigue et depuis quelques jours à Lionel Boucher qui vient de perdre toutes ses délégations. Alors, normalement, il perdra, on verra au niveau du vote le 26 juin, puisqu'effectivement, il y a eu un commage dont je ne fais pas partie parce que je ne suis pas dans la majorité lundi, où apparemment, monsieur le maire a été très fourbe parce que, si j'ai bien compris, dans l'ordre du jour, rien n'indiquait que c'était question de limoger Lionel Boucher, parce qu'il y avait beaucoup d'élus, et ça il faut le dire, qui n'étaient pas présents à ce commage, et qui auraient peut-être pris la parole pour peut-être défendre ou dire que ce qu'a fait Gaël, ce n'est pas une bonne chose. Ça, c'est mon point de vue personnel. Ensuite, oui, Gilles Artigue, aujourd'hui, c'est la victime. Moi, je pense d'abord aux familles, mais aussi bien celles de Gilles que de Pierre, que de Gaël, parce que je pense aux épouses et aux enfants. Aujourd'hui, quand je vois les enfants de Gilles Artigue qui viennent à chaque conseil municipal, qui voient que le maire de Saint-Étienne continue à salir publiquement leur père, mais je trouve ça immoral pour quelqu'un qui est père de famille. Vous parlez d'immoralité, ce que j'accepte tout à fait, mais il y a un truc qui me gêne un petit peu dans toute cette histoire, c'est que M. Artigue, a priori, là, je ne suis pas un ami proche, je lis qu'il est employé à Albi, donc il touche un salaire à Albi, donc il doit être à Albi. Il est toujours vice-président de Saint-Étienne Métropole et il est aussi toujours deuxième, troisième. Donc il touche 2 autres salaires. J'ai une petite gêne à ce niveau-là et beaucoup de Stéphanois commencent aussi à avoir une petite gêne. Donc il n'est pas temps que lui aussi démissionne. Alors Gilles a accepté ce poste bien avant l'affaire. Il faut repréciser les faits. Et ensuite, il est resté adjoint et vice-président de Métropole parce qu'il en avait la légitimité, et qu'aujourd'hui, Gilles... On ne parle pas de légitimité, on parle de morale. Il fait toujours son travail d'élu. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit... Son médecin lui a interdit et d'ailleurs, Gaël Padreux a lui aussi interdiction de croiser Gilles, donc ils ne peuvent pas se voir, donc c'est vrai que Gilles, on ne les voit pas au conseil, mais je sais qu'il fait son travail en tant qu'adjoint, en tant que vice-président. Après, effectivement, si vous voulez qu'on aille jusqu'à là, bien sûr que personne n'est parfait. Gilles n'a pas que des qualités, il a aussi des défauts. Ah non, par contre, je parlais juste de morale, c'est tout. Ce que je retiens sur la morale, notamment, c'est que ce qui a été fait contre Gilles, c'est inacceptable. Mais tout à fait, utiliser pendant plus de 6 ans son premier adjoint, l'utiliser avec on va dire des vidéos privées, des vidéos qui ne devaient pas apparaître, et son bras droit, Pierre Gauthieri, qui menace les enfants et la famille de Gilles. Mais pour moi, vous voyez, on disait que les Français en avaient marre de la politique. Mais ça, c'est tout ce que les Français ne veulent pas de la politique. C'est vrai que j'aurais sûrement réagi différemment, mais bon, ça n'engage que moi. Toujours pour cette politique, comment vous voyez justement la suite? Est-ce que M. Padreux va finir par démissionner? Est-ce qu'il va aller au bout de son mandat? Est-ce qu'après, vous pouvez continuer à mener un projet avec M. Padreux si éventuellement il se représentait? Là, on est vraiment dans le gros flou, quoi. Ah ben alors déjà, ce qui est sûr, et ça je parle au nom de mes ténors, c'est que jamais Gaël Padreux ne sera candidat de la droite et du centre en 2026. Qu'on soit très clair. Je ne vois pas Laurent Wauquiez dire aussi, Jean-Pierre Tête dire aujourd'hui, Gaël, tu seras notre candidat naturel en 2026. Donc ça, c'est sûr qu'il y aura une liste de droite et du centre en 2026 qui ne sera pas Gaël Padreux. Pour le reste, c'est triste à dire. Moi, j'ai vécu, vu que j'ai travaillé avec Jean Luyat pour Dino Cinieri avant les municipales dernières, j'ai vécu l'affaire Petit. Et si vous avez vécu l'affaire Petit, Marc Petit a été condamné pour agression sexuelle. Ça ne l'a pas empêché de rester maire jusqu'au bout. Et il a perdu sa fonction de maire grâce aux élections. C'est Jean Luyat qui l'a battu. Donc c'est triste à dire, mais je pense que Gaël Padreux restera jusqu'au bout maire, parce qu'il aura, sauf si la première instance le condamne pour inéligibilité, mais sinon, s'il n'est pas inéligible, il pourra, avec la présomption d'innocence, rester maire jusqu'en 2026. Donc on est dans un feuilleton qui va continuer encore quelques semaines, on quelques mois, quelques On a vécu années. un premier feuilleton
depuis septembre. Là, on en vient un deuxième qui va durer, je pense, au moins 2 ans. Et qu'est-ce que vous pensez de cette rumeur de beaucoup de Stéphanois? Il y a des gens qui disent ceux qui soutiennent Gaël Padriot, c'est parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs 2000 € tous les mois. Et puis d'autres qui disent on a très peur que l'extrême gauche prenne la mairie. Il y a plusieurs arguments ici. Moi, je ne jugerai personne parce que certains le font très bien sur les réseaux sociaux et je leur reproche ça. Parce que moi, on ne peut pas m'empêcher une chose, c'est que sur les réseaux sociaux, je n'attaque personne. Mais beaucoup, apparemment, aiment bien venir m'attaquer. C'est leur choix. Pour le reste, au niveau de l'argument de l'extrême gauche, il faut être honnête. Ça fait le jeu de qui aujourd'hui, cette affaire? Ça fait le jeu de l'opposition. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'opposition, si elle est unie, si elle a réussi à faire ce que la NUPES a fait au national ou aux législatives, oui, ils peuvent potentiellement arriver au pouvoir dans 3 ans. Mais est-ce que pour autant, c'est une excuse pour rester infaillible derrière Gaël Perdriau? Et justement, une municipale... Surtout s'il est condamné. C'est pas quelqu'un d'un peu de charismatique qui mène la liste? Et là, est-ce qu'on a des gens charismatiques qui pourront succéder à Gaël Perdriau? Vous savez, j'ai un ami qui siège avec moi au conseil municipal, qui a été l'un des premiers soutiens de Gaël Perdriau, qui me disait, en 2013, personne ne misait une pièce sur Gaël Perdriau. Pour autant, 1 an après, il a été candidat et est devenu maire. C'est pas faux. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, c'est long, 2 ans. 3 en 2 même. ans, 3 même. Donc en 3 ans, on peut trouver un leader naturel. Ça, je ne fais pas de souci. Par contre, moi, je reproche à ceux que j'appelle les extrêmes fidèles qui sont prêts à sauter par la fenêtre avec Gaël Perdriau. Ça, je le dis concrètement. Mais c'est quand même beau, hein, comme Je ça. leur, Est-ce qu'ils le font pour lui? Alors, je sais que certains le font vraiment par conviction parce qu'ils sont convaincus qu'il est innocent. Ça, je le respecte. Par contre, ceux qui font ça pour l'image, la notoriété ou l'argent, comme vous le dites, Gilles, ça, je le reproche. Parce que ça... On ne peut pas leur en vouloir aussi quand on parle d'argent. Il y a des gens qui ont des... C'est malheureux, mais il y a des factures à payer aussi dans la Oui, vie. mais Gilles, quand vous vous engagez en politique, c'est pas pour l'argent. Vous vous engagez pour les citoyens. J'en ai pas vu beaucoup quand même. Hein. Eh bien, écoutez, moi, j'essaie de montrer à mes jeunes que l'engagement en politique, c'est pas pour l'argent. Parce que j'écouterai toujours mes ténors, vous connaissez bien Dino Cinieri, qui n'a pas eu besoin de la politique pour vivre, qui a toujours dit, attention, la politique, c'est pas un métier. Et toujours un plan B, parce qu'on n'est pas maître de notre mandat. Notre mandat, il dure 5-6 ans. Oui, mais Dino Cinieri, il vient de l'entreprise. C'est pour ça qu'il Alors peut qu'on dire a ça. beaucoup de gens, même dans la région, qui ont fait des études politiques et qui n'ont baigné que dans la Il politique. faut qu'ils choisissent aussi, parce que le mandat ne dure que 5 ans ou 6 ans, et que c'est le peuple qui choisit de vous réélire ou pas. Enfin, le peuple, là aussi, il va de moins en moins voter. Hein. Il va falloir trouver une solution aussi. Il y a un souci avec l'abstention. Ça, je suis bien d'accord avec vous, Gilles. Et peut-être qu'on pourra faire un autre édito sur la question de l'abstention. Ouais. Si vous avez des solutions, moi, je suis à l'écoute parce que moi, j'ai pensé longtemps qu'il fallait faire le vote obligatoire. Comme en Belgique. Et un peu comme le don du sang, qu'il soit récompensé. Pourquoi, quand on va voter, on n'aurait pas, tiens, un petit casse-croûte? Moi, je pense, j'ai toujours dit, non mais c'est véridique, le vote, c'est un droit. Mais on m'a toujours appris que le vote, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir. C'est pour ça que moi, j'ai voté depuis le début. Et vous faites bien de citer notre site partenaire Véridique, hein, qui est à Lyon. Tout à fait. Mais vous avez tout à fait de... Si on reste dans les élections, il y a rappeler la cela. prochaine échéance qui arrive, hein, c'est les européennes. Oui, C'est l'année prochaine, je crois. Donc, ça c'est sera- en mai 2024. Ça sera, on a déjà les sénatoriales qui sont Qui réservées seront aux passées grands en septembre, électeurs, tout à et fait. après c'est les européennes. Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur ces Oui. échéances-là? Bien sûr, alors nous, notre projet, il n'a pas changé. On va l'embellir, le rafraîchir. Mais aujourd'hui, là où je suis très content de voir des choses, c'est que François-Xavier Leni, qui est notre leader au Parlement, se débrouille très bien, il est très bien vu. Il est sûr qu'on n'a pas fait les scores qui étaient attendus il y a 5 ans. Aujourd'hui, on a quand même Michel Barnier qui a une expérience de conseiller européen, qui s'est occupé du Brexit, qui aura aussi toute sa place. Et vous avez quand même David Nislar, le maire de Cannes, qui a dit qu'il va se projeter sur ces élections. Et je n'oublie pas aussi Laurent Wauquiez, qui va bien évidemment être présent pour soutenir la future liste des Donc Européennes. là, c'est une liste nationale. Tout à fait. Et En un tour. Et comment ça se passe pour la Loire? On a droit à 2 personnes, 3 personnes, ça se négocie? Comment C'est ça surtout se au passe? niveau régional après, parce qu'au Ouais. niveau de la région, avec Auvergne et Rhône-Alpes, on a le droit, nous je me souviens, on avait eu à l'époque Françoise Grossetête, qui était bien connue, qui était sur notre région. Aujourd'hui, on peut possiblement avoir, vous savez, vous avez beaucoup de colistiers, mais tout dépend le résultat. Si vous faites 10%, bah, vous avez 9-10 députés. Et pour être complet, c'est une élection à la proportionnelle. Tout à fait. Donc, suivant le score que vous faites, vous avez tant d'élus. Voilà, et qui se fait qu'à un tour surtout. Oui, bien sûr. Et généralement, c'est en juin et les gens sont à la pêche. Hein. Oui, mais c'est surtout ce que j'ai remarqué, c'est que cette élection européenne, au-delà de l'abstention, c'est surtout les écologistes qui font toujours leur quota de voix ici et leur Oui, quota parce de que députés. justement, c'est une élection européenne. Tout à fait. Donc à nous aussi de montrer qu'on vaut le coup. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on va y revenir puisqu'on est à Saint-Étienne. Comment
comment je puis m'exprimer. On a reçu un communiqué de soutien à Lionel Boucher. Oui. On entend parler j'ai déjà rencontré des gens qui m'ont dit qu'on leur a proposé une liste déjà pour 2027 de conduite par Lionel Boucher. Est-ce que vous êtes au courant de cette affaire ou est-ce qu'on n'a pas le droit d'en parler? Je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour se projeter sur 2026 avec les municipales. Mais par contre, moi, ce que je pense, c'est que Lionel Boucher, il a tout le soutien de la droite. C'est normal, c'est un allié, c'est le président du L'Île-et-Loire. Et les Républicains de la Loire, je remercie Jean-Pierre Tête et Dino Cinieri notamment, ainsi que Laurent Caruana, notre nouveau secrétaire départemental, d'avoir appelé à soutenir Lionel Boucher. Et j'en fais partie. Après, il est trop tôt pour dire qui sera la tête de liste de la potentielle liste de droite et du centre. C'est dans 3 ans. Moi, je me projette pas sur ça pour l'instant. Quand on entend ça, on a un peu l'impression que c'est une liste pour faire perdre Gaël Padriot, justement, et non pas pour gagner la mairie. C'est pas notre but, parce que moi, j'ai toujours dit que si on veut faire une liste, il faudra déjà un projet. Parce que si on part juste sur l'optique de notre liste, elle est faite pour faire pas de Padriot, ça fera le jeu de l'opposition. Donc nous, on n'a rien à gagner. J'ai vu qu'il y avait eu également des changements chez vous. Il y a eu des mouvements, un peu comme les transferts. Il y a des gens qui ont disparu, d'autres qui sont arrivés, enfin, qui étaient dans l'ombre. Comme au foot. Comment ça s'est passé un peu, cette réorganisation des Républicains dans la Loire? Écoutez, après 15 ans de bons et loyaux services, Robert Carulac a passé la main à Laurent Caruana, qui était délégué de la CAT, qui est adjoint à Saint-Cyprien. Nous avons Fabien Perrin, qui a pris la main après Charles Dallara au niveau de la trésorerie. Et aujourd'hui, écoutez, l'équipe se porte plutôt bien. On parle de fidèles de Gaël Padriot, là. Qui sont pas. Alors, on a l'impression qu'on les a mis de côté. Autant Charles Dallara, oui, il assume d'être pro-Padriot. Autant Robert Carulac, pour le connaître, parce qu'il m'a quand même accueilli depuis 2014, il a toujours été, bon, peut-être qu'il ne s'est pas trop affirmé par rapport à d'autres, je pense notamment à Claude Diogé ou Nicole Peslon. Par contre, Robert, aujourd'hui, ne cautionne plus ce que le maire de Saint-Étienne fait. Je pense qu'il lui a dit plusieurs fois. Il est plutôt dans la diplomatie. Il a raison. Il a rendu les angles, comme on dit chez nous. Mais je ne dirais pas que... D'ailleurs, il a fait un démenti sur le Progrès pour dire qu'il n'était pas pro-Padriot. Après, Robert, il a fait 15 ans de bons et loyaux services, d'abord avec Dino Cinieri, puis avec Jean-Pierre Tête. Moi, il a tout mon soutien et je pense qu'il aura toute sa place à jouer et tout son avenir à jouer aux prochaines municipales. On a fait un petit peu le tour de toutes les questions locales. Quel est l'avenir d'Antoine Poméon? Quel est l'avenir plutôt des Jeunes Républicains de la Loire? On l'interviewe aujourd'hui, Antoine Poméon, donc on a envie de savoir un peu ce qu'il va devenir. Est-ce qu'il a des ambitions? Est-ce qu'il est là, il restera dans l'ombre? Moi, j'ai pas l'impression que vous resterez dans l'ombre. Sincèrement, vous m'auriez dit, en 2014, tu seras à cette place aujourd'hui, donc c'est-à-dire responsable départemental des jeunes, élu à Saint-Étienne, j'y aurais pas cru. Mais comme quoi, la fidélité, le terrain... Les compétences aussi, peut-être. Peut-être les compétences. J'ai de la chance d'avoir aussi une bonne éducation familiale, d'avoir fait des études de droit. Mais je pense aussi que le triptyque que m'a toujours inculqué depuis 7 ans Dino Cinieri, c'est-à-dire la règle des 3 H, honneur, humilité, honnêteté, peut servir à tout jeune qui voudrait s'engager. Et surtout, ce que j'ai toujours dit, est-ce que vous avez beaucoup de jeunes qui s'engagent, qui montent très vite. Mais vous pouvez aussi descendre très très vite. Mais ça, c'est la règle de la vie. Quand on monte trop vite, on redescend aussi vite. Merci Gilles, nous sommes d'accord sur ça. Et je pense à Axel et moi, qui sommes, avec peut-être en Pentecôte, les plus anciens jeunes, parce qu'on s'est engagé en 2014. Vous doutez bien que depuis 2014, il n'y a pas eu que 3 jeunes. Donc nous, on est toujours là. C'est qu'il y a peut-être aussi une raison qu'on soit toujours là. Vous avez beaucoup parlé d'Axel dans cet entretien. Comment vous avez analysé son échec à la législative? Moi, j'étais persuadé qu'il était dans une circonscription qui était vraiment gagnable, et puis finalement, il n'a pas gagné. Il n'a pas été aidé aussi. Parce que quand vous avez M. Mandon un mois avant qui part contre nous, alors qu'il avait juré envers nos ténors qu'il ne partirait jamais contre le candidat LR, parce qu'il y a aussi monsieur, je respecte beaucoup M. Rochebonne, on l'avait enterré, certains l'avaient enterré, il est toujours là. On parle politiquement. Hein. Politiquement, voilà. Oui, bien sûr. Je te la mort de personne physiquement. Mais par contre, Axel n'a pas été aidé. Je pense qu'Axel a toujours un avenir à jouer. Il a un avenir à Saint-Chamond à jouer. Je pense que cette claque qu'il a prise lui a servi, puisque ça l'a renforcé. On rentre dans les haches, là. Humilité. Voilà, tout à fait. Mais Axel, je le cite beaucoup parce qu'on a vécu en 2007 des moments difficiles. On n'a pas été aidé par nos propres leaders, notamment, je pense, stéphanois. Et je n'oublierai jamais Jean-Pierre Tête, qui était le président de fédération, et Dino Cinieri et Robert Carulac, qui ont toujours pris la défense d'Axel et de moi pour remonter les jeunes. C'est pour ça que je cite Axel, parce qu'Axel, on était un petit peu, comme disait son mentor Hervé Reynaud, ils ont cru un temps qu'on était, pour rire, en couple, parce qu'ils nous voyaient tous les jours ensemble, parce qu'on s'est cassé, excusez-moi du terme, les fesses pendant 5 ans pour faire qu'aujourd'hui, ça existe encore. Moi qui suis né en 1863, donc très vieux, il y avait la gauche et la droite, c'était assez clair. Hein. La gauche a évolué, la droite a évolué.
Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus de droite, plus de gauche, qu'on est tous des centristes avec des légères différences. Est-ce que vous êtes sur la même analyse? Ou alors après Macron, on va revenir à gauche-droite? J'aime bien la fin de cette analyse parce que je pense que Macron a fait un grand coup de poker en vantant un nouveau monde qui n'a jamais existé. Pour moi, c'est un effet de mode, on l'a vu aujourd'hui. Il a réussi par contre effectivement à dynamiter les deux gros partis de ce pays, la droite et la gauche, ça c'est vrai. Il a commencé par la gauche, il continue avec la droite. Par contre, vu ce qui se passe aujourd'hui, j'espère qu'il y aura un déclic de la part des Français pour qu'ils se disent, est-ce que c'était pas mieux avant? Sous Mitterrand, sous Chirac, vous sous êtes Sarkozy, mais vous sous êtes Hollande. jeune, mais quand on commence à vieillir, on dit toujours que c'était mieux avant. Bah parce que, est-ce que les Français préfèrent ce qui se passe aujourd'hui ou une stabilité, droite-gauche? Quand vous avez la droite et la gauche qui étaient soit au pouvoir, soit à l'opposition, les Français se plaignaient pas. Moi, je pense qu'il ne faut plus parler de gauche et de droite, il faut parler de projet et amener les gens tous dans un même projet. Bien sûr, on n'amènera jamais tout le monde dans le même projet, mais il faut qu'on ait tous des valeurs et qu'on aille tous dans le même sens. En tout cas, de plus décevoir les Français. Parce que je pense que les Français, depuis 40 ans, sont trop déçus de la politique. Oui, mais les Français, ils sont un peu trop nombrilistes, je vais vous dire. Parce que quand on va en Espagne, en Italie, c'est pas très loin, hein. On se dit, qu'est-ce qu'on est heureux en France quand même, hein. C'est un petit peu peut-être l'héritage de la France qu'on a ici. L'éternel révolutionnaire qui ne cessera jamais faire parfois, par, c'est saoulant d'entendre. Justement, vous parlez des réseaux sociaux. C'est vraiment saoulant d'entendre toujours des gens qui se plaignent. Moi, j'ai vu, bon, allez, on va pas parler de Chirac, hein, mais Sarkozy, Hollande, Macron, mais c'est un défouloir sur les réseaux, hein. Mais les gens, ils veulent quoi? Ils veulent quoi, honnêtement? Ils sont réalistes? Quand vous avez, vous êtes jeune, mais quand vous avez travaillé en entreprise et qu'à côté de vous, il y a le bureau des prix et que vous vous rendez compte que vos prix ne passent jamais par rapport à la concurrence, vous comprenez bien qu'on n'est plus il y a 50 ans, on est dans une concurrence mondiale. Il faut savoir évoluer et pas rester dans Il ces faut précarés. s'adapter et puis il faut faire changer ses idées. Et les Français doivent comprendre qu'on ne peut plus se reposer sur les lauriers qu'on avait à l'époque, depuis De Gaulle, et qu'aujourd'hui, il faut savoir évoluer avec son temps. Mais je pense que c'est typique des Français. Quand Macron disait « les Gaulois réfractaires », je ne dis pas qu'il a eu tort de dire cette phrase, mais c'est typique de notre pays. La France est un pays très ancien, avec un peuple qui n'a jamais voulu accepter de se soumettre. Et ça, je suis fier d'être français parce qu'on est un pays qui ne se soumettra jamais aux autres. Et ça, on peut en être fier quand même. On verra bien comment se passe l'avenir. Tout à fait. Dernière question. À part la politique, c'est quoi vos centres d'intérêt? Alors moi, je suis avant tout juriste dans un cabinet d'avocats. Et depuis 7 ans, je travaille aussi aux côtés, depuis qu'il a été réélu en 2017, et c'est lui qui a fait un petit peu mes armes au niveau de la politique, c'est Dino Cinieri. J'ai toujours été à ses côtés et je travaille aussi à ses côtés ici. Donc on lance un appel, on va pouvoir bientôt l'interviewer alors. Ah bah, s'il le veut. Il fait partie des politiques qui me disent toujours oui quand je le croise et puis on n'arrive jamais à trouver un rendez-vous. Dino Cinieri a toujours un franc-parler qui est honnête, il fait ce qu'il dit. Ouais, mais je crois qu'on a un point commun, c'est qu'on adore l'Italie. Ah, ça, je dirais pas non. Je dirais pas non. Mais je vous le dis, on a fait un comité, comme vous le savez, il n'y a pas longtemps. Je l'ai dit devant les membres du comité, devant mes jeunes. Je le dirais toujours, Dino Cinieri et Sylvie Bonnet, sa suppléante, ça fait quand même 6 ans qu'elle est là. Je dis ça vraiment de façon émotionnelle et sincère, c'est notre assurance vie. Sans Dino Cinieri, Axel Dugas et moi-même, nous n'aurions pas été là aujourd'hui. Il faut être reconnaissant des fameux tuteurs dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. C'est très important. Antoine Poméon, merci beaucoup. Merci à vous, Gilles. À l'interview qu'on retrouvera sur Top Info et puis sur Véridique. Avec grand plaisir. Au plaisir.